Cette nouvelle chronique philosophique par Mont et par Vaux. Et cette chronique, en ce mois de mai 2020, j'ai décidé de la faire porter sur une question extrêmement épineuse qui est celle des élections municipales. Comme vous le savez, le premier tour des élections a été maintenu le 15 mars 2020, puis le second tour a été reporté et sans doute annulé. On parle maintenant de l'automne, voire du mois d'octobre, voire peut-être de mars 2021 pour ce second tour, voire d'une annulation totale des précédentes élections municipales. Et alors, bien entendu, ça donne lieu à toute une série de commentaires politiques. Cette chronique n'est pas lieu de faire des commentaires politiques, mais ça pose quand même une question relativement intéressante d'un point de vue philosophique. Quelle est l'essence et la nécessité de ces élections? Alors, bien entendu, je ne veux pas faire une chronique antidémocratique, mais me poser la question de savoir s'il n'y a pas une autre alternative démocratique à ces simples élections, et cette alternative que je vous propose, ce serait celle du tirage au sort. Alors, la première fois que j'ai travaillé sur cette question du tirage au sort en philosophie, c'était en 2015, puisque à cette époque-là, le gouvernement en place avait créé ce qu'on appelait des conseils citoyens. Ces conseils citoyens basés sur le tirage au sort dans des quartiers dits difficiles étaient censés pouvoir apporter des réponses à toutes les problématiques et notamment expliquer les raisons pour lesquelles tous les plans banlieues qui ont été mis en place depuis des années ont été des échecs. Donc l'idée était très intéressante, à savoir que les citoyens par eux-mêmes pouvaient prendre en charge leur destin, d'une part, et que d'autre part, ça ne devait pas être basé sur le volontariat, sur le bénévolat, mais sur le tirage au sort, c'est-à-dire que n'importe quel citoyen était capable de pouvoir prendre des décisions. Et donc le 28 mai 2015, à l'ODEV, la sous-préfecture de l'Hérault, où je travaille, où se trouve mon lycée, le Conseil citoyen, pour la première fois, s'est réuni avec l'ensemble de ses membres qui ont été tirés au sort. Ça fait donc 5 ans que cet événement a eu lieu et je pense que personne n'en a jamais véritablement entendu parler. Ça fait partie de ces nombreux conseils qui ont été élaborés, qui ont été mis en place, qui ont été mis sur pied et qui ne servent strictement à rien. Pour une raison fondamentale, c'est que notre démocratie se base sur des élections. Un élu a une légitimité et donc a du pouvoir et ne cherche pas à véritablement partager ce pouvoir avec les simples citoyens. Et pourtant, ces conseils citoyens ont du pouvoir puisqu'ils ont la possibilité d'établir des contrats avec la préfecture ou avec la mairie de manière à trouver des solutions pragmatiques, locales, face à des problématiques locales. Pourquoi est-ce que depuis 5 ans, c'est resté purement et simplement consultatif? Pourquoi est-ce qu'on n'accorde pas un véritable pouvoir à cela? Alors, avant de répondre à cette question, et avant de verser dans une forme de pessimisme qui est très très à la mode, j'aimerais d'abord revenir sur l'intérêt du tirage au sort, d'un point de vue relativement pur, et faire cette proposition. Pourquoi ne pas imaginer, après tout, que tous les élus ne soient plus élus, mais soient tirés au sort? Qu'est-ce qu'un philosophe peut apporter à une telle réflexion, qui est purement politique? Eh bien, en fait, je vais développer mon propos en 2 parties. La première partie, je vais en quelque sorte nourrir cette idée que le tirage au sort peut être une solution pour la politique et la démocratie moderne, qui a besoin de se renouveler. Ça, je pense que tout le monde est relativement d'accord avec ce constat. Et dans ma deuxième partie, je vais expliquer pourquoi c'est si difficile dans nos démocraties modernes de pouvoir accorder une place plus grande au tirage au sort. Donc, première partie, pourquoi est-ce que le tirage au sort est un élément très important? Alors, pour cela, je vais utiliser une référence très classique dans l'histoire de la philosophie, Jean-Jacques Rousseau, du Contrat social, livre phare de l'auteur genevois, qui a été publié en 1764 et qui, à tort ou à raison, passe pour avoir influencé de manière extraordinaire la Révolution française. Donc, dans le premier livre du Contrat social, il y a une remarque qui est fondamentale et qui est très célèbre de Jean-Jacques Rousseau. L'idée qu'il développe dans le chapitre 6 de la première partie du Contrat social, qui en compte 4, le fameux chapitre intitulé justement du pacte social, qui est souvent étudié, souvent lu, et énonce les conditions des naissances de la volonté générale, Rousseau va expliquer, alors il le formule ainsi: chacun se donnant tout entier à la volonté générale, la condition est égale pour tous, et la condition étant égale pour tous, nul n'a intérêt de la rendre onéreuse aux autres.
Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une parfaite démocratie, c'est une démocratie où tout le monde vote les lois en étant sur un pied d'égalité. Et du coup, personne ne voterait une loi injuste qui la toucherait tout autant que les autres. C'est pour Rousseau la solution la plus fondamentale pour pouvoir constituer un véritable contrat social et pour pouvoir constituer ce qu'il va appeler la volonté générale. Mais le problème, et Rousseau est parfaitement conscient dès 1764 de c'est que la démocratie directe a des limites évidentes. Personne n'a envie d'aller voter toutes les lois. C'est la raison pour laquelle il y a une démocratie représentative. C'est la raison pour laquelle nous nous rendons aux urnes 3 ou 4 ou 5 fois pendant le quinquennat, et c'est la raison pour laquelle donc, nous déléguons notre pouvoir à des représentants. Nous déléguons notre pouvoir à un conseil municipal, nous déléguons notre pouvoir à des présidents de région, à un conseil régional, nous déléguons notre pouvoir à l'Assemblée nationale. Même avec les moyens modernes de vote électronique, de vote par Internet, personne n'aurait la motivation pour pouvoir s'intéresser à toutes les lois. Ce qui fait qu'il y a un problème fondamental, et ce problème fondamental, c'est qu'il y a des gens qui votent des lois, ces lois ne les touchent pas directement, et il y a le risque qu'ils votent des lois qui sont injustes. Donc s'il faut un corps intermédiaire pour pouvoir voter ces lois, parce que personne ne veut se sacrifier, écoutez bien cette idée-là, hein, parce qu'elle va être importante pour ma seconde partie, personne ne veut se sacrifier pour participer en permanence à des débats politiques, parce que tout à chacun, nous avons nos activités, nous avons notre vie privée, nous avons nos propres intérêts et nous ne voulons pas nous astreindre à suivre de longs débats politiques en permanence. Nous avons donc besoin d'un corps intermédiaire. La question c'est, faut-il élire ce corps intermédiaire ou faut-il réaliser ce qu'on appelait un tirage au sort? Et Rousseau, dans le contrat social, est favorable à ce tirage au sort. Il y a un chapitre beaucoup moins connu du contrat social, au livre 4, le chapitre 3, des élections, où Rousseau explique la chose suivante. Dans toute véritable démocratie, la magistrature n'est pas un avantage, mais une charge onéreuse, qu'on ne peut justement imposer à un particulier plutôt qu'à un autre. La loi seule peut imposer cette charge à celui sur qui le sort tombera. La loi seule, je répète, peut imposer cette charge à celui sur qui le sort tombera. Car alors, la condition étant égale pour tous, et le choix ne dépendant d'aucune volonté humaine, il n'y a point d'application particulière qui altère l'universalité de la loi. Le suffrage par le sort, dit Montesquieu, est de la nature de la démocratie. J'en conviens, mais comment cela? Le sort, le tirage au sort, continue-t-il, est une façon d'élire qui n'afflige personne. Il laisse à chaque citoyen une espérance raisonnable de servir la patrie. Ce ne sont pas là des raisons. Si l'on fait attention que l'élection des chefs est une fonction du gouvernement et non de la souveraineté, on verra pourquoi la voie du sort est plus dans la nature de la démocratie, où l'administration est d'autant meilleure que les actes en sont moins multipliés. Alors, Rousseau dit beaucoup de choses là-dedans. Il dit, premier point, enfin, soulignons-le, hein, puisque nous sommes au XVIIIe siècle, l'administration ne doit pas démultiplier ses pouvoirs. Deuxième point, si on veut véritablement être juste, on doit comprendre que servir le pays est une charge, et que cette charge, on ne peut pas l'imposer à tout le monde. Ça ne doit pas être un avantage, ça ne doit pas être un privilège, ça doit être au contraire un poids sur les épaules. Et le tirage au sort est un choix pur, où aucun intérêt particulier va y mêler, et ça assure une forme de justice, parce que ceux qui auront été tirés au sort et qui décideront de lois ne seront pas au-dessus des lois, mais seront temporairement à part des lois, subissant une charge qui, bien entendu, n'est pas vouée à être éternelle. Alors je sais qu'un des contre-arguments que l'on pourrait me donner, ce serait la question de la compétence. Bon, je n'ai rien à dire contre nos élus, mais on ne peut pas dire que la compétence ait été démontrée par tous les temps, par tous les élus. Et d'autre part, qui dans ce pays, puisque tout le monde a reçu une éducation, puisque tout le monde sait lire et écrire, puisque, pour paraphraser Descartes, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, qui dans son pays n'a pas la compétence pour pouvoir élaborer une stratégie pour son propre pays, à condition bien entendu qu'on ne donne pas tous les pouvoirs à un seul individu. Même l'élection présidentielle peut être imaginée sous forme d'un tirage au sort. Vous voyez, on crée une espèce de collège de candidats possibles,
On leur demande non pas de développer une profession de foi, non pas de développer des arguments, mais simplement de se présenter, de montrer leurs compétences, et après on tire au sort. Pourquoi est-ce que ce serait absurde? Et au moins le tirage au sort permettrait de redonner un véritable sens à ces fonctions, à savoir être une charge et non pas un métier. Nous n'aurions plus des élections au coût faramineux, avec des campagnes électorales qui, pour le coup, durent parfois jusqu'à 24 mois, avec des candidats professionnels qui structurent leur discours non pas sur une véritable réflexion sur l'état du pays, mais simplement sur leur positionnement par rapport au gouvernement en place pour pouvoir prendre la place du calife. Alors bien entendu, l'exemple le plus célèbre de cette pratique du tirage au sort, c'est Athènes, au cours de l'Antiquité, notamment au 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ, où les citoyens athéniens, alors ça ne concernait pas tous les citoyens athéniens, on considérait qu'il y avait à peu près 300 000 habitants à Athènes, et sur ces 300 000 habitants, seuls 30 000 pouvaient véritablement être tirés au sort. Néanmoins, il y avait au moins deux assemblées. Il y avait d'une part la Boulée, constituée de 500 citoyens qui étaient un organe dirigeant de la ville, et d'autre part les 6000 autres citoyens tirés au sort pour devenir des jurés dans les tribunaux. Et parmi les bouleutes, les 500 membres de la Boulée, 50 étaient tirés au sort pour participer véritablement au gouvernement, quand bien même, bien entendu, il y avait des stratèges, quand bien même il y avait un certain nombre de décideurs qui n'étaient pas tout le temps tirés au sort. Néanmoins, c'était une véritable démocratie moderne. Donc, est-ce que l'on peut imaginer, dans notre démocratie moderne, de reproduire ce que faisaient les Athéniens, c'est-à-dire tirer au sort régulièrement des adultes pour qu'ils puissent participer au gouvernement? Alors, c'est là qu'intervient le deuxième point de ma réflexion philosophique, à savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Et la raison, tout compte fait, elle est extérieure à ce système d'élection ou de tirage au sort. C'est sur la considération que nous faisons nous-mêmes de notre propre liberté. La liberté de ce que l'on appelle les modernes, c'est-à-dire nous, est radicalement différente de la liberté des anciens. Et celui qui réussit le mieux à expliquer cela est un philosophe français du 19e siècle qui s'appelle Benjamin Constant. Benjamin Constant est un philosophe français qui est né en 1767 et qui est mort en 1830, donc il a connu l'Ancien Régime, il a connu la Révolution française, il a connu la Terreur, il a connu le Directoire, il a connu l'Empire napoléonien et la Restauration. Et en 1819, il a participé à une campagne législative, d'ailleurs il a été élu député de la Sarthe, mais au cours de cette campagne, il a prononcé un discours très très célèbre qui s'intitule « De la liberté des anciens comparée à celle des modernes ». Alors voilà ce qu'il dit sur, d'une part, la liberté des modernes et d'autre part, la liberté des anciens. Demandez-vous d'abord, messieurs, ce que de nos jours, un Anglais, un Français, un habitant des États-Unis de l'Amérique entendent par le mot de liberté. C'est, pour chacun, le droit de n'être soumis qu'aux lois, de ne pouvoir ni être arrêté, ni détenu, ni mis à mort, ni maltraité d'aucune manière. C'est pour chacun le droit de dire son opinion. C'est pour chacun le droit de se réunir à d'autres individus, soit pour conférer sur ses intérêts, soit pour professer le culte, etc., etc. Enfin, c'est le droit pour chacun d'influer sur l'administration du gouvernement, soit par la nomination de tous ou de certains fonctionnaires, soit par des représentations et des pétitions, des demandes que l'autorité est plus ou moins obligée de prendre en considération. Autrement dit, la liberté des modernes est basée sur un droit presque d'ordre privé. En tout cas, l'origine de cette liberté, c'est l'individu. Ce n'était pas du tout le cas à l'époque des Grecs de l'Antiquité. Voilà ce que dit sur cette liberté Benjamin Constant. Comparez maintenant à cette liberté moderne et individualiste, celle des anciens. Celle-ci consistait à exercer collectivement, mais directement, plusieurs parties de la souveraineté tout entière, à délibérer sur la place publique de la guerre et de la paix, à conclure avec les étrangers des traités d'alliance, à voter des lois, à prononcer des jugements, à examiner les comptes, les actes, la gestion des magistrats, à les faire comparaître devant tout un peuple, et à les mettre en accusation, à les condamner ou les absoudre. Mais en même temps que c'était là ce que les anciens nommaient liberté, ils admettaient comme compatible avec cette liberté collective l'assujettissement complet
de l'individu à l'autorité de l'ensemble. Et c'est là la différence la plus fondamentale entre les Grecs de l'Antiquité, qui pratiquaient le tirage au sort, qui pratiquaient la démocratie directe, et la liberté des modernes, qui mettent en avant leur dimension individuelle. Alors, Benjamin Constant continue son analyse. Le danger de la liberté antique était qu'attentifs uniquement à s'assurer le partage du pouvoir social, les hommes ne fissent trop bon marché des droits et des jouissances individuelles, c'est-à-dire qu'on va sacrifier les jouissances individuelles. Le danger de la liberté moderne, c'est qu'absorbé dans la jouissance de notre indépendance privée, absorbé dans la jouissance de notre indépendance privée et dans la poursuite de nos intérêts particuliers, nous ne renoncions que trop facilement à notre droit de partage dans le pouvoir politique. On ne peut plus clair. Notre bonheur privé est plus important que notre engagement dans la politique de notre pays. Benjamin Constant est bien conscient de cela. Nous sommes en 1819. Son texte est extrêmement moderne. Écoutez ce qu'il dit. Les dépositaires de l'autorité, c'est-à-dire l'État, ne manquent pas de nous y exhorter, c'est-à-dire cultiver cet amour pour le bonheur individuel. Ils sont aussi disposés à nous épargner toute espèce de peine, excepté celle d'obéir et de payer. Nous avons là résumé toute la politique moderne. Alors, certes, le tirage au sort permettrait de sortir de cette espèce de décadence du contrat social qui nous fait face, à savoir que de plus en plus nous sommes consommateurs de services de la part de l'État, que l'on trouve normal d'obtenir, et dans le même temps nous voulons nous investir de moins en moins, en tout cas nous soumettre de moins en moins à la rigueur d'une loi qui nous obligerait à faire des choix entre notre vie privée et notre vie publique. Le fait que chaque habitant puisse être appelé à exercer une charge politique une fois dans son existence pourrait renouveler cet attachement au contrat social. Imaginez l'utopie que des riches, des pauvres, des femmes, des hommes puissent pouvoir décider du destin sans autre compétence que d'être citoyen. Mais pour cela, il faudra travailler sur cette conception, sur cette notion de liberté et se demander si véritablement nous sommes prêts à faire comme les Grecs, à savoir considérer que l'individu doit être soumis au collectif et que, au final, il puisse être à un moment ou à un autre sacrifié pour ce collectif. Voilà, je vous laisse avec ces réflexions d'ordre politique, d'ordre de philosophie politique sur la démocratie, sur les élections, sur le tirage au sort. Et si vous avez apprécié cette chronique, n'hésitez pas donc à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à me laisser aussi des questions pour avoir plus de précisions sur Jean-Jacques Rousseau ou sur Benjamin Constant, j'y répondrai avec plaisir. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. À bientôt.